Par exemple, si vous avez assisté à la conférence de M. Allard, les changements climatiques sont plus marqués, par exemple, dans le nord que dans d'autres secteurs. Pour détecter les mêmes tendances au niveau des précipitations ou au niveau des débits des cours d'eau, c'est plus délicat, c'est plus difficile, parce que la température moyenne est un paramètre qui est plus stable d'une année à l'autre que les précipitations moyennes ou encore que le débit moyen d'un cours d'eau. Ces variations-là, d'une année à l'autre, font que c'est plus difficile de détecter un changement, une tendance dans ce genre d'informations-là. Vous avez raison que le GIEC a établi des zones sur Terre où ces tendances-là sont maintenant identifiables. Le Sahel est une de ces zones-là. Et il y a des choses aussi qui ont été identifiées pour d'autres secteurs. Mon intervention précédente concernait surtout au niveau des catastrophes. Si on parle au niveau des inondations, si on parle au niveau des catastrophes en général, même si on parle de tremblements de terre ou d'autres types de catastrophes, il y a une augmentation très marquée des catastrophes depuis une trentaine ou une cinquantaine d'années. C'est quasiment exponentiel et ceux qui donnent les meilleures informations là-dessus, c'est les compagnies d'assurance parce qu'ils ont à payer et c'est très bien documenté. Et en même temps, donc, le réflexe, ce serait de dire il y a une augmentation du climat, il y a une augmentation des catastrophes. On a trouvé la cause. Non, la cause, c'est l'augmentation de la population qui, elle, a aussi été très marquée au cours des 150 dernières années. Il y a environ 150-200 ans, il y avait 1 milliard de personnes sur la Terre. Maintenant, on est plus de 6 milliards. C'est très rapide comme changement. Donc, s'il y a 6 à 7 fois plus de personnes sur la Terre qu'il y a 150 ans, ces gens-là, ils ont des besoins en eau qui sont importants. Et c'est là qu'on atteint aussi les limites au niveau des ressources. Il y a certains secteurs où ces limites-là sont déjà atteintes. Ici, au Québec, on peut dormir un peu tranquille parce qu'on est peu nombreux. Donc, même si la population s'est aussi accrue considérablement depuis 150 ans, notre densité est très faible, vous le savez. Et en plus, on est choyé, on a des rivières qui sont plus grosses que bien des fleuves ailleurs sur la Terre. Ça fait qu'on a accès à une quantité d'eau qui est incroyable par rapport à notre poids démographique. Bon. Donc, ça nous a apporté une certaine insouciance. Si on regarde, c'est encore très récent qu'on s'est intéressé à traiter nos eaux usées. On est venu parmi les derniers à mettre en place des systèmes d'eau usée parce que nos rivières étaient grosses, donc ils étaient capables de prendre les déchets que l'on produisait. Puis on a fini par atteindre cette limite-là plus tard qu'ailleurs. Puis, au lieu de voir un petit peu d'avance, on a attendu d'atteindre la limite avant de réagir. C'est un peu la même chose pour notre consommation en eau. On peut encore s'appuyer pour dire qu'il n'y a pas de problème, puis qu'on se fermer les yeux. Moi, j'aimerais qu'on commence à s'éveiller, puis de profiter de voir ce qui se passe partout sur la Terre, où les problèmes sont beaucoup plus criants qu'ici. Ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre d'être insouciant sur ce que l'on fait. Louis Robert, comment l'administration publique, les politiques publiques capitalisent-elles les acquis de la science, de la technique, pour nous assurer de ce que nous prévenir des catastrophes d'ordre alimentaire face au changement climatique, bien entendu. Oui, belle question. J'hésite beaucoup à parler au nom de ma PAC, là, parce que c'est beaucoup de responsabilités, puis je n'ai pas autorité pour parler comme ça, mais je peux vous parler en termes, en mon nom d'agronome, là, c'est... Sur le terrain, moi, je pense que c'est malheureusement, ça passe beaucoup par des réactions. C'est par réaction et non pas par prévision. Les décisions politiques, c'est beaucoup des réactions, c'est beaucoup suite à des pressions, des groupes de lobby, plutôt que par de la planification rationnelle, des adaptations aux changements qui s'en viennent. Beaucoup plus comme ça. C'est le constat que je pense que n'importe quel citoyen pourrait faire, malheureusement, mais moi, je le vis de façon plus intense, on pourrait dire, là. Mais je vois, malheureusement, je constate des réglementations, par exemple. Les politiques ont souvent une réaction d'agir en élaborant de nouvelles réglementations, de nouvelles contraintes, alors que le bon sens aurait probablement évité, la planification aurait probablement évité qu'on en soit rendu à
à ces situations-là. Et en agriculture, c'est clairement le cas. La qualité de l'eau de surface, entre autres, les polluants qu'on retrouve dans les eaux, bien, c'est souvent des résultats de mauvaise gestion au départ. Et si on l'avait prévu, on aurait peut-être mis plus d'efforts dans le soutien technique. Malheureusement, on en parle beaucoup de soutien technique, mais dans les faits, là, on le retire, le soutien technique. Et on agit beaucoup plus en termes de règlement et en termes de réaction, malheureusement. Fait que moi, par opposition à ma première intervention, qui était assez optimiste, si on m'entraîne sur le terrain de la gestion politique, puis c'est pas vraiment, c'est vraiment plus négatif que tantôt, là. Je ne suis pas très optimiste parce que je ne vois pas de changement là, à court terme, là, comment que le politique réagit là, face à une situation comme celle-là, là, malheureusement. Ça vient beaucoup à partir de la population, mais surtout à partir des groupes qui sont organisés, qui peuvent faire pression sur les gouvernements. Alain Olivier, l'arbre change-t-il au point de nous indiquer qu'il y a effectivement des changements environnementaux? Oui. Quand j'étais étudiant au doctorat, puis je préparais mon examen de synthèse, il y avait mes chums m'avaient dit avant de commencer, bon, il y a une chose qui est importante, si tu ne sais pas trop la réponse, essaie de passer le moins de temps possible là-dessus. Puis si tu la connais bien, là, tu parles, c'est que le temps va passer comme ça. Fait que là, je devrais presque rien dire, ou en tout cas parler d'autre chose, c'est ça. Mais cela dit, oui, l'arbre peut marquer les changements qui interviennent dans le climat, disons, récent, hein, quand même. Puis, bon, c'est pas mon domaine de spécialité, c'est pour ça que je commençais comme ça. En fait, je suis agronome de formation, même si je travaille en agroforesterie, donc tout le monde pense que je viens du domaine de la forêt. Puis, mais l'arbre, donc, en regardant ses cernes, par exemple, on peut savoir si les étés ont été favorables à la croissance ou non. Donc, on peut en déduire les températures, un régime hydrique, etc. Mais ce qui est clair quand même, c'est que il y a une régression du couvert arboré dans plusieurs zones, en particulier au Sahel. Donc, j'en parlerai ici parce que, bon, on a une invitée d'honneur ici qui provient de cette région-là, mais aussi parce que je travaille surtout dans cette région-là, ou que les étudiants qui travaillent avec moi vont beaucoup dans cette région-là. On a donc une dégradation du couvert forestier très souvent qui est manifeste. Puis pour toutes sortes de raisons, je pense que comme François Anctil le disait, il y a des problèmes démographiques qui sont importants. Il y a une pression sur les ressources qui est de plus en plus grande, puis qui peut expliquer bien souvent beaucoup plus de choses que les changements climatiques ou les changements climatiques eux-mêmes. Les changements environnementaux, en fait, sont réels, mais peuvent provenir d'origine anthropique ou autre. Je pense qu'il est quand même important d'être conscient qu'il n'y a pas seulement le contexte québécois qui s'applique. Au Québec, on peut dire, par exemple, qu'en agriculture, globalement, quand on fait des projections, s'il fait plus chaud, bien, tout le monde va être content parce que notre été va être plus long, puis on va aller se baigner plus longtemps, puis on pourra faire plus d'agriculture. Donc, notre hiver est assez long comme ça, puis pourquoi on se plaindrait des changements climatiques? Mais il y a des régions où c'est pas ça. Bon, on l'a vu pour le Grand Nord, où le pergélisol subit des pressions importantes. Au Sahel aussi. Et là, il y a beaucoup de zones, en fait, où les gens sont menacés dans leur survie, dans leur vie quotidienne. Et ce n'est pas des petites menaces qui sont présentes. Et on n'est peut-être pas conscient que ce que les gens vont vivre ailleurs risque de nous affecter, nous aussi, puis peut-être plus qu'on le pense. Bon, je ne suis pas le genre à faire des scénarios catastrophiques, mais je pense qu'il faut être conscient aussi que nos activités commerciales sont interreliées. On mange de plus en plus de produits qui viennent d'ailleurs, par exemple. Et puis, on est dans un monde où c'est facile de voyager. Qu'est-ce qu'on fera le jour où il y a 200, 300, 400 millions de réfugiés climatiques qui diront « bien, moi, je ne peux plus vivre chez moi parce que la mer a envahi ma ville. Est-ce qu'on les accueillera chez nous? On a beaucoup d'espace, on a beaucoup d'eau. Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où on révélera un peu une partie de notre nature qui est de dire « Hey, là, c'est chez moi ici, j'ai le privilège d'être né quelque part où ça va bien, venez pas me déranger ici. » Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est un des défis aussi auxquels on est confronté quand on parle de changements environnementaux. C'est le défi des changements
en termes de relations entre nous, entre des espaces géopolitiques. Puis, c'est pas dans nos plus... C'est des défis qui risquent d'être quand même assez importants aussi. OK, merci bien. Ça me permet de passer la parole au public auquel je demande de poser des questions, de s'adresser aux invités. Oui. Un autre thème du colloque d'hier aujourd'hui, c'est l'interdisciplinarité. On en parle beaucoup, effectivement, des professeurs souvent. Difficile aussi, c'est difficile à appliquer. Mais quand on sort du domaine universitaire, l'interdisciplinarité veut peut-être dire quelque chose comme la gestion équilibrée de l'environnement du territoire. J'ai posé la question aux quatre en disant, avez-vous des exemples concrets, pas dans le domaine des connaissances, mais dans le domaine de la décision et de la pratique, où l'interdisciplinarité ou interprofessionnalité, peu importe ce que ça va être, a permis de résoudre un problème qui n'aura pas été résolu aussi facilement si des choses, des spécialités étaient à côte et non pas mieux intégrées. La question s'adresse à tous les... Vous allez peut-être pas vouloir poser cette question-là, mais je me dis, ça prend peut-être parfois des exemples concrets, même si ce n'est pas entier, qui montrent que oui, l'interdisciplinarité vaut la peine de la poursuivre. Si personne se lance, je vais peut-être me... Ah, oui, allez-y. Peut-être me... Bon, oui, c'est ça. Me lancer, mais sans peut-être répondre à la question, mais je vais peut-être la tourner pour un auditoire d'étudiants de 2e et 3e cycle. Comme ça, en fait, en parlant d'une expérience de recherche d'une étudiante au doctorat qui a fait son doctorat en agroforesterie, puis qui travaillait sur un système qui est très simple. C'est ce qu'on appelle les haies vives autour de périmètres maraîchers au Mali. Donc, c'est des systèmes où on plante des arbres de façon très, très serrée autour d'une parcelle pour la protéger contre l'entrée du bétail qui viendrait tout bouffer la salade, les tomates qui s'y trouvent, parce que pendant la saison sèche, le bétail divague librement dans les parcelles. Donc, il faut vraiment protéger les parcelles pour le faire. Donc, il y a des organisations qui ont fait la diffusion de cette technique-là en disant qu'il faut adopter ça parce qu'au lieu de couper des arbres pour faire des clôtures, pourquoi pas planter des arbres pour faire des clôtures? Donc, c'est déjà positif. Mais les gens se sont rendus compte que souvent les paysans et les paysannes en particulier plantaient pas tant que ça des arbres ou faisaient des haies vives, mais avec plein de grands trous qui faisaient que les animaux entraient quand même au travers. Puis, tous ces gens qui sont des agronomes ou des ingénieurs forestiers de formation n'arrivaient pas à comprendre comment ces paysans, ces paysannes, ils comprennent rien. Ils plantent des haies vives où il y a des trous, les animaux rentrent quand même. Ce qu'ils ne s'étaient pas rendu compte, peut-être, c'est que les paysans plantaient peut-être pas les arbres pour les mêmes raisons que les intervenants voulaient les voir planter des arbres. On voulait les voir planter des arbres pour protéger des parcelles. Puis tout à coup, l'étudiante en question est allée faire un stage à un moment donné dans un département de géographie. C'est pour ça que j'en parle. Elle est agronome de formation, elle s'en va en géographie. Puis là, elle se met à entendre parler de territoire, de compartiment. Puis là, on parle de compartimentation du territoire. Puis finalement, ça l'a éveillée à se rendre compte que... puis là, elle a posé des questions aux gens, puis elle s'est rendu compte que si les paysans plantaient les arbres de cette façon-là, quand ils plantaient des arbres, en fait, c'était pour s'approprier les parcelles. Parce que planter un arbre, c'est un geste d'appropriation très souvent au Sahel. Donc, en plantant un arbre, on dit « cette parcelle-là est la mienne ». Peu importe que des animaux entrent au travers, qu'on protège une parcelle, ce n'était pas ça le but des paysans. Donc, dans ce cas-là, elle a compris, on n'est peut-être pas allé jusqu'à l'application, mais elle a compris ce qui se passait parce qu'elle est allée en géographie, qu'elle a peut-être fait preuve aussi de psychologie, je dirais, à un moment donné, parce que un paysan lui disait à un moment donné, elle lui demandait « Pourquoi tu as planté des arbres là? » Il dit « C'est au milieu de ta parcelle, il me semble que ce n'est pas logique, on planterait des arbres en bordure pour les délimiter. » Il dit « Oui, mais si je les plante là, personne ne va venir dire que c'est parce que j'ai un conflit de limite avec lui, parce que c'est clair que c'est mon coin. Tandis que si je le mets sur le bord, mes voisins vont venir dire « Ah, bien, il n'aime pas son voisin. » Puis bon, c'est des questions juste sociales. Et je veux donc souligner que dans l'interdisciplinaire, elle se trouvait dans une équipe où il y avait des sociologues, des anthropologues, des gens en économie rurale, des gens en foresterie, des gens en agronomie. Bien, ça forçait à voir les choses autrement.
puis à comprendre finalement une logique qui est tout à fait simple. Ce que je vous raconte, c'est très simple, mais qu'on ne voit pas quand on travaille avec seulement notre vision disciplinaire. J'ai cru que Mme Diatoré avait quelque chose à répondre, au professeur François Hénard. En fait, je voulais simplement dire que... Louis Gay, pardon. Oui, je voulais simplement dire... on en discutait tantôt avant de commencer le débat, justement, parce qu'il y a une question, le prédécesseur lui a posé à peu près la même question. L'Institut de sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans sa formation, c'est des post-graduates, comme on dit, des gens qui ont des maîtrises, qui viennent faire un DA ou un doctorat. Le recrutement se fait sur la base justement de cette... Vous avez un groupe interdisciplinaire, c'est-à-dire vous avez un juriste, un géographe, un historien, un ingénieur, un énergéticien, ils sont tous dans la même formation. Et ils continuent comme ça, et ils travaillent tous dans la zone, par exemple, je dis ça parce que j'en ai fait l'expérience, j'étais la 2e promotion, et la zone de travail, d'études, était la vallée du fleuve Sénégal, et plus précisément autour d'une zone où il y avait la zone d'irrigation avec le fleuve Sénégal, pour ceux qui connaissent, dans la vallée du fleuve Sénégal, il y avait la zone d'irrigation, il y avait les zones agro-industrielles, il y avait aussi le petit commerce qui se développait, l'informel. Et ce qui a été intéressant dans cette expérience, ça a permis de mettre en place, que vous devez connaître peut-être, vous qui avez fait le Mali, les réserves naturelles communautaires. Les réserves naturelles communautaires aujourd'hui, vous retrouvez là-bas cette interdisciplinarité parce que c'est très difficile de le trouver au niveau des intellectuels. Je fais la différence entre les populations qui sont bénéficiaires de ces réserves-là aujourd'hui et qui travaillent sur... Ça permet de faire on appelait ça dans le jargon, agro-silvopastoralisme intégré. Ah oui, donc c'est pour vous dire, et ça donne de très bons résultats, ces réserves naturelles communautaires aujourd'hui, qui sont certainement à une échelle réduite, bon, c'est pas très grand, mais au moins, il y a ce qu'on recherche, l'amélioration des conditions de vie, des activités génératrices de revenus et la protection de ces ressources naturelles-là, qui sont là aujourd'hui, et les forestiers qui étaient vus avant, comme dans nos pays, les forestiers, c'était la police. Hein, donc, aujourd'hui, c'est des collaborateurs, hein, c'est des partenaires dans ça avec les populations. Et vous avez ceux qui font du maraîchage, mais tiennent compte de l'arbre, de l'importance de l'arbre dans sa parcelle. Il y a aussi ceux qui s'occupent peut-être de tourisme intégré ou rural, parce que dans la réserve, vous avez la faune, hein, qu'on essaie. Donc, il y a des exemples. Ce n'est pas parfait, mais c'est aussi à une petite échelle. Mais moi, je me plais toujours à donner l'exemple de ces réserves naturelles communautaires qui sont en train de faire tache d'huile dans la zone ouest africaine. On en a au Mali, au Sénégal, au Burkina, je ne sais pas les autres, mais au moins, c'est des expériences que je connais. Et vraiment, l'aspect intégré, participatif et interdisciplinarité est vraiment mis en exergue là-bas. Peut-être rapidement, il y a de plus en plus d'endroits ou de grands fleuves pour lesquels toute l'eau est déjà allouée. Donc maintenant, les questions sont, si on veut faire autrement, il faut mettre en place des modèles non seulement d'optimisation de ressources, mais les joindre des modèles économiques, des fois des modèles agronomiques, pour pouvoir répondre à des questions aussi simples que est-ce que ce serait préférable de produire un peu moins d'électricité et d'utiliser une partie de l'eau du réservoir pour faire de l'irrigation et donc nourrir des gens. Et si cette eau-là était prévue pour faire de l'hydroélectricité, cette eau-là ne peut pas être utilisée, l'eau du réservoir ne peut pas être puisée pour faire de l'irrigation. Donc, si on veut changer, c'est toujours la même chose. Si on veut proposer un mode différent, il faut prouver qu'il est préférable au mode actuel. Donc, ces modèles-là deviennent de plus en plus complexes. Ces preuves-là de concept deviennent de plus en plus complexes et font appel à des équipes qui sont pluri- ou interdisciplinaires.
parce qu'on a besoin d'avoir un modèle économique et pas seulement un modèle hydrologique, et même des outils d'optimisation, et parfois des modèles agronomiques. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus courant. Bon, j'en profite pour dire qu'ici, on n'a pas encore trop mis en place de tels systèmes parce qu'on n'a pas les mêmes pressions, mais il y a clairement des endroits où on ne peut pas bouger quoi que ce soit sans faire ce genre d'études-là. Louis Robert, est-ce que les communautés avec lesquelles vous interagissez sur le terrain vous présentent souvent des problèmes qui font appel à différentes sortes de spécialités pour les aider à satisfaire leurs besoins? Dans mon travail de tous les jours, je vois pas beaucoup de barrières. J'ai pas beaucoup d'obstacles à faire appel à des experts de d'autres disciplines. Ça, j'essaie de penser, par exemple, la question de l'aménagement des cours d'eau. Les ingénieurs, on travaille très étroitement avec des ingénieurs de différentes disciplines et il n'y a pas vraiment de problème. Mais moi, où le cloisonnement, je trouve, est plus un frein, puis là encore, je pense à la situation au Québec, là, malheureusement,